Hey, salut les petits fous de la monde de la Virtu, comment ça va? Bienvenue sur ce nouvel épisode où je présente à l'espace de 10 minutes un ensemble d'articles techniques que j'ai sélectionnés pour vous. Je m'appelle Leonardo et je travaille pour la société Metanext. Avant de commencer, on n'oublie pas, on s'abonne à la chaîne, un petit plus et un petit commentaire, ça ferait super plaisir. Alors, au programme, qu'est-ce qu'on a? On va parler HX et comment tester sa matrice de flux côté on-prem. On va parler d'un KB VMware sur la partie Windows Server 2022 avec la partie vSphere 7, donc pourquoi ça peut se problématique sur un KB spécifique Microsoft pour le coup. La partie VCF, si on veut faire du lab, comment déployer un workload domaine en utilisant un seul hyperviseur, et du coup, dans la même longueur d'idée, comment déployer un management domaine en utilisant un seul hyperviseur, toujours dans un contexte de lab, bien évidemment. Les quelques nouveautés côté AVS, parce qu'on est au mois de février, donc il y a eu quelques petites nouveautés. Et on va parler aussi côté witness au niveau vSAN et l'image profile de type acceptance, si on peut modifier cela. Donc on va en parler, on va en discuter un peu plus longuement. Donc avant de commencer, je lance mon créneau, sinon je respecte pas mes 10 minutes et ça c'est triché. Allez top, c'est parti. Alors, ici, c'est Duncan qui fait une petite, vraiment un focus sur la partie vSAN Witness. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand on déploie un stretch cluster côté vSAN, on a nos infrastructures vSAN sur un premier data center, une autre partie sur un autre data center, et pour pouvoir faire un stretch d'un point de vue architecture, il faut déployer ce qu'on appelle une witness. En fait, cette witness, c'est quoi? C'est juste un hyperviseur virtuel. Par contre, quand on fait du déploiement en stretch cluster, ce witness, on va télécharger un OVA qui est déjà pré-packagé pour être de type witness, et au final, on se rend compte que quand on regarde l'image, enfin le profil de l'image côté VMware, on se rend compte que c'est du community supported. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque ESX qu'on va déployer, on va avoir ce niveau d'acceptance, et ce niveau d'acceptance va permettre, oui ou non, l'installation de VIP supplémentaires au niveau de son hyperviseur. Donc là, vu que c'est du vSAN Witness et déployé par VMware, le fait qu'on soit en communautaire, c'est pas terrible. Donc en fait, ce qu'est en train de dire Duncan, c'est qu'on peut monter au maximum, c'est-à-dire VMware Certified, sans aucun problème. Donc ils ont demandé à mettre à jour la documentation et voire peut-être même modifier l'OVA pour qu'on puisse monter. Alors, juste un petit rappel sur cette partie acceptance, je vous mettrai l'article, mais c'est sur la doc officielle VMware. En gros, qu'est-ce qui se passe en fonction du niveau d'acceptance? Là, par exemple, si en mode communautaire, en fait, on peut installer tout type de VIB, donc soit les certified VMware, soit ceux des partenaires. Et au mode communautaire, voilà, on peut à peu près tout installer. Donc, dans un contexte vSAN, Stretch, le Witness, c'est une image VMware, on n'a pas d'intérêt à déployer d'autres types de VIP, donc voilà, c'est pour ça qu'on peut se dire qu'on peut monter jusqu'à la partie Certified. Au niveau AVS et au niveau des nouveautés, donc sur le mois de février, il y a eu pas mal de nouveautés, donc les plus grosses qui m'ont vraiment marqué, c'est la partie Log Analytics. Forcément, sur la partie Azure, si on a besoin de faire du log, il y a ce service Log Analytics, et maintenant il est compatible avec AVS. C'est-à-dire qu'on va pouvoir activer directement dans mon instance AVS la redirection des logs, donc aussi bien des logs du vCenter, les logs NSX, et dans les logs NSX, il y a toutes les logs au niveau de la partie Distributed Firewall et également tous les logs de flux non Distributed Firewall, mais plus sur la partie Gateway Firewall. Sur la partie vCenter, on va retrouver tous les logs de connexion, donc qui fait quoi sur la partie machine virtuelle, et au niveau des hyperviseurs eux-mêmes, on va récupérer des logs. Donc c'est vachement intéressant si on va faire du monitoring côté Azure avec toute la partie Azure Log Analytics. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'on va activer le service et on va rediriger l'ensemble des logs dans un Log Analytics et à partir de là, utiliser ce Log Analytics pour faire des requêtes directement pour avoir la bonne information. Autre nouveauté, c'est plus sur la partie des modèles, donc des nouveaux SKU. Donc là, sur la partie SKU, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc on va trouver la V36P et la V52. Alors côté Azure, et je pense que chez les autres, c'est à peu près la même chose, mais bon, en gros, quand on voit 36 ou 52, c'est le nombre de cœurs qui sont derrière. Donc AV36P, c'est pour 36 cœurs physiques. Et pour le 52, on est sur du 52 cœur physique. Là, la différence entre les deux, c'est qu'on va passer sur du stockage avec un peu plus de stockage côté capacité RAW, enfin brut côté vSAN. Et sur la V52, forcément, on a beaucoup plus de RAM, beaucoup plus de cœur et beaucoup plus de capacité. Si vous êtes très focus sur la partie Azure et sur la gestion des clés d'encryption, maintenant avec la partie Key Vault, on est en capacité d'emmener ses propres clés justement pour gérer la partie vSAN et cette gestion du chiffrement directement dans vSAN.
Autre point, deux sujets très intéressants, c'est la partie Azure NetApp File. Donc là, on est vraiment en General Availability. Donc c'est quoi ce service? L'idée, c'est pouvoir fournir du stockage additionnel à mon infrastructure AVS. Bon, on peut le savoir hein, sur toutes les infrastructures de type Azure VMware Solutions ou même l'équivalent chez AWS qui s'appelle VMware Cloud en AWS ou chez Google GCVE. Dès qu'on déploie une infrastructure vSAN, on est sur une infrastructure hyper convergée. Donc si je veux rajouter du stockage, la seule manière de faire ça, c'est soit je rajoute un node, soit je vais utiliser un service natif pour apporter du stockage. Donc dans le cas d'apporter du stockage, NetApp s'intègre très bien avec la partie AVS et ça fait un montage NFS, donc tout est géré directement depuis le portail Azure. Autre nouveauté, j'en avais déjà parlé, mais là on est en preview, donc c'est sur la partie Stretch Cluster. Enfin, ça faisait des années, pas des années j'exagère, mais bon, je suis toujours comme ça, toujours exagérer mes propos, mais ça faisait quelques mois qu'on l'attendait, donc là on est en preview, donc c'est là l'idée, c'est avoir une infrastructure complètement en stretch. Donc pour augmenter sa résilience, c'est passé à 99,99. Autre sujet, c'est VCF sur la partie management domaine et surtout comment déployer une infrastructure dans un lab tout en utilisant un seul node hyperviseur. Donc ça pour le coup c'est super intéressant parce que voilà, ce qu'il faut savoir c'est que pour VCF, pour déployer un premier cluster de management, il faut au minimum 4 hyperviseurs. Donc, pour du lab, ça fait un peu coûteux d'avoir 4 hyperviseurs juste pour déployer du VCF. Et donc là, l'idée, c'est quoi? C'est pouvoir déployer un seul hyperviseur et déployer toute la partie management domaine. Donc, en final, dans son management domaine, on va retrouver quoi? On va retrouver notre vCenter, on va trouver notre instance NSX, on va retrouver aussi notre instance du SDDC Manager qui va nous permettre justement de piloter notre VCF. Et donc là, l'idée en fait, c'est quoi? C'est d'aller modifier en fait ce qu'on appelle le Cloud Builder. Donc c'est cette VM qui permet de faire le déploiement de manière complètement automatique. En fait, il faut aller un peu en ligne de commande et modifier certaines propriétés. Donc là, par exemple, le nombre de clusters, enfin la taille minimum, et après à partir de là, régénérer le service, relancer et jouer avec le fichier JSON justement pour pouvoir déployer mon infrastructure complètement automatique. Forcément, si on déploie un node dans un contexte vSAN, il faut changer le host failure total rate, donc le FTT, donc le passer à 0, c'est-à-dire que là, j'ai pas de protection de data, ce qui peut se comprendre si on est sur un seul hyperviseur. Donc voilà, de toute façon, comme d'habitude, je vous mettrai les descriptions, enfin tous les liens dans la description YouTube, comme d'habitude. Une fois qu'on a fait ça, tout le déploiement se fait, tout sur un seul hyperviseur, donc on se rend compte quand même qu'il faut un peu de place, hein, parce qu'il faut 54 Go de mémoire juste pour déployer sur un seul VSIC, donc sur un lab, il faut quand même assez de ressources, mais c'est quand même assez intéressant, et ça nous permet justement d'éviter d'avoir ces 4 fameux hyperviseurs. Donc si on a fait le management domaine, on peut faire aussi le workload domaine, donc le workload domaine, c'est un cluster dédié, enfin c'est une infrastructure VCF dédiée pour déployer de la machine virtuelle de type non-management. Donc en fait, on peut faire la même chose avec un seul hyperviseur. Là, l'idée, c'est quoi? C'est pareil, c'est on va passer par le Cloud Builder. Donc là, attention, le gros disclaimer, on est vraiment sur du lab, c'est pas supporté, c'est juste pour du test, hein, attention, hein, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment juste pour du pur test. Là, l'idée, c'est quoi? C'est de se connecter sur son Cloud Builder, enfin sur son SDDC Manager, pardon, et de changer certaines propriétés. Donc là, par exemple, le expected minimum host, le mettre à 1 au lieu d'avoir un minimum de 3 ou de 4 et refaire toute cette partie-là. Pareil, ici, on est obligé de refaire l'enregistrement d'un hyperviseur. Donc en gros, quand on dit l'enregistrement, c'est qu'on va le déployer, on va l'intégrer côté SDDC. On a quelques informations à récupérer en REST API, comme l'ID de l'hyperviseur, justement, pour l'intégrer dans mon fichier JSON et faire le déploiement de mon infrastructure. Bon, voilà, tout est assez bien détaillé avec les différentes lignes de commande, et ça nous permet d'avoir un workload domaine qui va s'intégrer dans mon SDDC Manager, tout en ayant un seul host. Et pour le coup, c'est vraiment super intéressant. Autre article, c'est sur la partie Windows Server 2022. Il y a un des derniers KB Microsoft qui est sorti là fin février, et dès qu'on l'installe en mode, sur une VM en mode Secure Boot, la VM ne démarre pas. Ce qui peut poser problème, je peux vous l'accorder. Donc en fait, comment ça se passe? Donc le symptôme en fait, donc il faut aller voir dans les logs VMware.log de la VM et regarder en fait le mode Secure Boot, et on va voir que l'image elle est denied. Donc c'est vraiment lié à un problème côté Microsoft, c'est pas lié à VMware, mais du coup ce qu'a fait VMware, c'est que ils ont patché, donc ils ont sorti un peu en urgence un nouveau patch, donc c'est la partie U3K, justement pour bypasser ce fonctionnement-là et permettre à la VM qu'elle redémarre. Donc attention, c'est juste sur les infras en 6.x, donc 6.7, même si c'est en fin de vie,
et la version 7 où on est impacté par ce comportement-là. En vSphere 8, il n'y a pas d'impact à l'heure actuelle. Est-ce que c'est pour l'instant peut-être un peu trop tôt, mais vraiment l'impact est vraiment sur les infractions en vSphere 7. Après, il y a d'autres workarounds qui sont présents, donc à part installer vSphere 7 UK ou passer en V8, bah, c'est tout simplement de désactiver le Secure Boot. Mais bon, si on l'a activé, c'est-à-dire qu'il y a quand même un besoin de Secure Boot au niveau de Microsoft. Donc voilà, donc l'idée elle est là, je vous mettrai le KB, mais si vous êtes dans cette situation-là, il y a un KB qui existe. Et pour finir, je vois le temps passer, comment vérifier toute ma matrice de flux HCX. Donc on fait du déploiement HCX, hein, je vous rappelle, il y a une partie on-premise, il y a une partie dans le cloud. Et en général, c'est vrai que là je suis assez d'accord avec la personne qui a écrit que les déploiements HCX sont un peu complexifient, sont complexes, et c'est surtout à cause de la partie on-premise avec les flux. Donc comme disent les Américains, long story short, l'idée c'est d'avoir un script en Python et de TCP l'ensemble des tests, enfin l'ensemble des protocoles TCP et UDP que HCX va avoir besoin. Il n'y a plus qu'à remplir. Je ne l'ai pas encore testé, mais je le garde sous la main parce que ça m'arrive souvent d'avoir des problématiques de flux chez certains clients, et au moins avec ça, je peux avoir une liste de tous les flux à tester, tout en respectant la matrice de flux. Cet article a été écrit dans un contexte d'Oracle Cloud VMware, mais HCX reste du HCX, ça reste du VMware, la matrice de flux reste identique. J'ai fini mon temps, ça y est, j'ai fait mes 10 minutes. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la liker. On se dit à bientôt dans un prochain épisode. Et sur ce, salut tous!